Je me tenais complètement pétrifié au centre de cette immense salle de réception de Chicago. Un violent tremblement parcourant mes veines parce que mon propre père venait de me qualifier de monstre égoïste et sans cœur devant 200 invités. Avant même que je ne puisse ouvrir la bouche pour prononcer un seul mot pour ma défense. Ma jeune sœur, Lily, s'est jetée sur moi comme un animal sauvage. Ses doigts s'agrippant violemment à mes cheveux alors qu'elle me plaquait le visage contre le parquet. En levant les yeux depuis ce sol froid à travers mes larmes pour voir leur visage moqueur et rancunier, la toute dernière goutte d'amour que j'avais pour eux est morte à cet instant précis. Ils croyaient sincèrement m'avoir brisé en public. Mais ils n'avaient absolument aucune idée que dans les 30 prochaines minutes, j'allais couper les vivres et tout leur retirer. Avant de lever le voile sur cette histoire bouleversante, je veux voir jusqu'où ma voix porte aujourd'hui. Écrivez le nom de votre ville dans les commentaires ci-dessous et dites-moi l'heure et la minute exactes affichées sur votre horloge en ce moment. Je m'appelle Sarah. Si vous me croisiez un mardi après-midi ordinaire, vous ne me remarqueriez sans doute pas. Vous verriez une femme discrète et fatiguée de 30 ans, assise derrière un bureau dans une entreprise quelconque du centre-ville de Chicago, ensevelie sous des feuilles de calcul Excel et des grands livres comptables fiscaux. De jour, je suis comptable d'entreprise senior. J'analyse les chiffres. Je gère des budgets de plusieurs millions de dollars pour des sociétés anonymes et je m'assure que chaque centime soit parfaitement équilibré. Mais ma journée ne se terminait pas à 17 heures. Dès que l'horloge du bureau affichait 17 heures, je me précipitais vers le parking souterrain. Troquais mes ballerines professionnelles contre une paire de baskets usées et me connectais à mes applications de VTC. De 18h à 1h du matin, chaque nuit sans exception. Je conduisais des passagers à travers les rues sinueuses, pluvieuses et enneigées de Chicago. Mon dos me faisait constamment souffrir. Mes yeux me brûlaient à cause de l'éblouissement persistant des phares. Et ma gorge était continuellement sèche à force de boire du mauvais café de station-service. Simplement pour rester éveillé. Pendant des années, j'ai vécu avec 4 heures de sommeil par nuit. Guidé par un pur instinct de survie. Mais je ne survivais pas pour moi-même. J'ai toujours cru au lien sacré de la famille. J'ai grandi avec ce lourd conditionnement selon lequel, en tant que fille aînée, mes désirs personnels, ma jeunesse et mon bonheur étaient entièrement secondaires par rapport aux besoins du foyer. Mes parents, Marc et Debbie, ont veillé à ce que la culpabilité soit ancrée au plus profond de mon âme. Chaque fois que je regardais une jolie robe dans une vitrine, chaque fois qu'un collègue bienveillant m'invitait à dîner, une voix dans ma tête, profondément insufflée par ma mère, me chuchotait que j'étais incroyablement égoïste. Ta famille a besoin de toi, Sarah, me répétait-il sans cesse. Jusqu'à ce que cela devienne mon mantra intérieur. Nous t'avons donné la vie. Nous avons tout sacrifié pour toi. Et maintenant, c'est à ton tour de maintenir cette famille à flot. C'est ainsi que je suis devenu le pilier invisible. Je suis devenu le fantôme qui finançait les rêves de tout le monde pendant que ma propre vie était au point mort. J'ai vu ma vingtaine s'évaporer à travers un pare-brise. À conduire des inconnus pendant que ma propre famille ne me traitait que comme un simple distributeur automatique de billets. Je n'avais pas de vie sociale. Je ne partais pas en vacances. Ma garde-robe se composait de vêtements décolorés et détendus achetés en friperie 5 ans plus tôt. Je sautais intentionnellement des repas, me répétant que je n'avais pas faim. Simplement pour économiser 5 $ de plus. J'ai fait tout cela parce que je croyais sincèrement que mes sacrifices nous préservaient. Que mes parents m'aimaient et que mon travail acharné et exténuant posait les bases de la reconnaissance. J'étais tellement aveugle. Je ne réalisais pas que lorsque vous laissez constamment les gens vous saigner à blanc, ils ne vous regardent pas avec gratitude. Ils se mettent simplement en colère quand vous n'avez finalement plus de sang à donner. Pendant près de 7 ans, ma vie a été un cycle calculé d'esclavage financier. Je ne me contentais pas de participer aux factures. Je portais entièrement le poids écrasant de 3 adultes qui refusaient de lever le moindre petit doigt.
Nous vivions dans une grande et magnifique maison de ville dans l'un des quartiers les plus huppés de Chicago. Un endroit que nous n'avions absolument pas les moyens de nous offrir, mais ma mère, Debbie, insistait sur le fait que son statut social l'exigeait. Chaque mois, le loyer à lui seul engloutissait $2800 de mon argent durement gagné. Ensuite venaient les $450 de factures d'eau, de gaz et d'électricité. Les primes d'assurance santé haut de gamme de mes 2 parents. Les courses et le flot incessant de dépenses imprévues. Mon père, Marc, avait pris une retraite anticipée sous le prétexte d'un vague problème de dos jamais attesté, passant ses journées à regarder la télévision et à suivre les marchés boursiers avec de l'argent qu'il ne possédait pas. Mais le plus lourd fardeau de mon existence était ma sœur de 22 ans, Lily. Lily était l'enfant chéri. Une poupée de porcelaine parfaite qui n'avait jamais occupé un seul emploi de toute sa vie. Elle ne connaissait pas la douleur d'un pied couvert d'ampoules ni la panique d'un compte en banque à découvert. Pourquoi l'aurait-elle su? Elle m'avait, moi. Mes parents encourageaient activement son comportement, la protégeant de toute notion de responsabilité. Pendant que je conduisais dans des quartiers dangereux à 23 heures sous un grésil glacial pour gagner $20 de pourboire en VTC. Lily utilisait mes cartes de crédit autorisées pour acheter $600 de vêtements de marque, du maquillage de luxe et s'offrir de coûteux brunchs avec ses amis. Si j'osais aborder le sujet de ses dépenses. Si je leur montrais un relevé en demandant de la modération. Toute la maison se transformait en peloton d'exécution émotionnelle. Comment peux-tu être si aigri envers ta petite sœur? Sarah? Glapissait ma mère en essuyant de fausses larmes. Elle est jeune. Elle mérite de profiter de la vie. Tu es juste jalouse parce que tu as choisi de te transformer en bête de somme misérable. Mon père frappait du poing sur la table du dîner, sa voix résonnant dans toute la maison. Si tu nous abandonnes, si tu arrêtes de payer ce loyer, nous allons nous retrouver à la rue. Sarah. Veux-tu voir tes vieux parents sans abri? Est-ce là ce que ton travail de bureau t'a appris? L'égoïsme absolu? Alors, je suis resté. Je suis resté et j'ai avalé la pilule amère de leur ressentiment. Chaque fois qu'une faible lueur de romance ou une chance de vivre ma propre vie se présentait, ils organisaient d'immenses crises théâtrales en larmes pour me ramener dans ma cage. Ils me disaient explicitement que mon mariage pouvait attendre. Après tout, j'avais déjà 30 ans, alors pourquoi se presser? Mais la survie de la famille, affirmait-il, était une urgence absolue qui exigeait toute mon attention. Puis Caleb est entré dans le décor. Caleb était un jeune homme véritablement bon et respectable, issu d'une famille d'Ohio stable et travailleuse. Lorsque Lily a réussi à le séduire, mes parents y ont vu une occasion d'élever leur statut social. Ils ont immédiatement commencé à agir comme de riches aristocrates, arborant une façade écœurante d'élégance bourgeoise. Et pour sceller l'union, ils ont promis à Lily un mariage somptueux et grandiose dans un lieu prestigieux du centre-ville de Chicago. Ils n'avaient pas un seul centime d'économie. Mais cela ne les a pas empêchés d'apposer mon nom comme unique garante financière sur les contrats. Pour éviter un effondrement familial catastrophique qui menaçait la santé de mes parents, j'ai été contrainte d'entrer dans une banque et de contracter un emprunt personnel massif de $35 000. J'ai financé la grande salle de réception, le traiteur haut de gamme à 5 services, les compositions florales de luxe et le DJ réputé. J'ai payé la scène même où ma propre exécution allait être retransmise. Exactement une semaine avant le mariage, le destin m'a porté un coup inattendu. Ma vieille berline rouillée. La voiture qui avait maintenu cette famille en vie à travers des milliers de kilomètres en VTC a fini par rendre l'âme. La boîte de vitesse a lâché et le mécanicien m'a annoncé que les réparations coûteraient plus cher que la valeur du véhicule. La panique s'est installée. J'avais désespérément besoin d'une voiture fiable pour continuer ces éprouvantes gardes nocturnes. Autrement, le prêt personnel de $35 000 que j'avais contracté pour le mariage de Lily se retrouverait en défaut de paiement, ruinant mon dossier de crédit.
N'ayant pas d'autre choix, j'ai pris mes 8 000 $ restants d'économie d'urgence. De l'argent que j'avais secrètement économisé pendant 2 ans en sautant mes déjeuners. Et je les ai utilisés comme apport pour louer un Ford Explorer flambant neuf, bleu nuit. Il sentait le cuir frais. Le tableau de bord était impeccable et, pour la première fois en 30 ans de vie, j'ai ressenti une petite étincelle de fierté. J'avais acquis quelque chose de beau et de fiable, entièrement grâce à ma propre sueur. Le jour du mariage est arrivé, par un après-midi frais et venteux à Chicago. La grande salle de bal était spectaculaire. Ornée d'orchidées blanches et de lustres en cristal que je payais. J'étais assise vers le fond, les pieds endoloris par mes chaussures bon marché. Observant Lily glisser sur le sol dans sa robe hors de prix. Elle était magnifique, mais son regard était totalement vide. Fixé sur Caleb et les riches membres de sa famille. J'ai poussé un soupir de soulagement en pensant qu'une fois cette soirée terminée, elle serait sous la responsabilité de Caleb, et que je pourrais enfin commencer à respirer. Puis sont venus les toasts de la réception. Mon père, Marc, s'est levé et a ajusté son smoking coûteux, un smoking que j'avais loué pour lui. Il a tapoté sa flûte de champagne, attirant l'attention des 200 invités. La pièce s'est tue, et les parents de Caleb ont souri chaleureusement depuis la table d'honneur. Famille, amis et chers invités, a commencé Marc d'une voix tonitruante et empreinte d'un faux charme aristocratique. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'union de ma magnifique fille, Lily, et de notre merveilleux nouveau fils, Caleb. Aujourd'hui, nous célébrons la véritable générosité de notre patrimoine familial. Nous voulions offrir aux jeunes mariés un témoignage de notre rang. Un cadeau pour débuter leur nouvelle vie de luxe avec élégance. Et c'est donc avec une immense fierté que j'annonce que notre famille, grâce à l'incroyable dévouement de ma fille aînée Sarah, fait entièrement don de son tout nouveau Ford Explorer bleu nuit à Lily et Caleb comme cadeau officiel de mariage. La salle a éclaté en acclamations enthousiastes et en applaudissements nourris. Lily a poussé un soupir théâtral en joignant les mains. Une expression de triomphe suffisante s'est affichée sur son visage lorsqu'elle m'a regardé. Caleb et ses parents se sont tournés vers moi, leurs visages empreints d'une agréable surprise. Mon cœur n'a pas seulement sombré, il s'est transformé en un bloc de glace. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge alors que l'audace inouïe de ce que mon père venait de faire pénétrait mon esprit. Il n'avait pas seulement utilisé mon argent. Il tentait à présent de me voler légalement mon unique moyen de subsistance sous mes yeux, me piégeant publiquement pour m'empêcher de refuser. Mais pour la première fois de ma vie, le conditionnement s'est brisé. La peur s'est évanouie. Je me suis levé de ma chaise à la table du fond. Le grincement des pieds de ma chaise fendant les applaudissements a fait tourner quelques têtes. J'ai descendu la longue allée blanche droit vers le centre de la piste de danse. Directement sous l'immense lustre de cristal. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. Le silence a commencé à s'installer dans la salle tandis que les invités remarquaient l'expression froide et inflexible sur mon visage. Non. Absolument pas. Ai-je dit? Ma voix perçant l'écho du micro. Forte. Claire et ferme. Les applaudissements sont morts instantanément. Un silence suffocant a envahi la salle. Sarah, qu'est-ce que tu fais? A sifflé ma mère depuis sa place. Son visage virant à un rouge vif de colère. Je l'ai ignoré. Gardant les yeux fixés sur mon père et ma sœur. Je ne donne ma voiture à personne. J'ai acheté ce véhicule la semaine dernière à la sueur de mon front. En travaillant 80 heures par semaine pour pouvoir faire du VTC la nuit. Mes parents ne m'ont jamais rien demandé. Cette voiture ne leur appartient pas. Et ils mentent à chacune des personnes présentes dans cette pièce en ce moment même pour paraître riches. Je n'y consens pas et je garde ma voiture. Des exclamations de stupeur ont parcouru la salle. Les parents de Caleb se sont figés, bouche bée. Le visage de Lily s'est tordu dans une rage purement démoniaque. La princesse élégante et feinte a disparu,
laissant place à l'enfant gâté. Elle a jeté son bouquet au sol. Est descendue de l'estrade d'un pas furieux et s'est jetée sur moi devant tout le monde. Avant que je ne puisse réagir, ses doigts manucurés se sont violemment refermés sur mes cheveux. Poussant un hurlement féroce et bestial. Elle m'a tiré la tête en arrière et m'a violemment projeté face contre le parquet de la piste de danse. Ma tête a heurté le sol avec un bruit sourd et écœurant. Une douleur aiguë a traversé mon cuir chevelu pendant qu'elle m'arrachait les cheveux en hurlant. Espèce de vieille fille aigrie et jalouse. Tu as gâché mon mariage. Tu as toujours été jalouse. De moi. Dégage. Ma mère et mon père ne se sont pas précipités pour l'écarter de moi. Au lieu de cela, Marc m'a enjambé, me fixant avec dégoût. Regarde ce que tu as fait. Sarah. Tu nous as humiliés devant tout le monde. Relève-toi et donne-lui cette voiture. Espèce de monstre d'égoïsme. Je suis resté allongé sur ce sol froid, le regard levé vers ma famille. Tandis que les invités chuchotaient dans une horreur absolue. Le père de Caleb s'est lentement levé, regardant Lily avec une répulsion totale. Caleb, a-t-il dit d'une voix forte, tremblante d'écœurement. Nous partons immédiatement. Hors de question que nous nous unissions à une famille d'escrocs. Menteurs et violents. En 2 minutes, Caleb et toute sa famille ont quitté la salle. Annulant officiellement le mariage et laissant ma sœur hystérique hurler sur le sol. Je suis resté allongé sur ce parquet froid et ciré pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Les élancements aigus dans mon cuir chevelu battaient au rythme sourd et creux de mon cœur. Les murmures des 200 invités déconcertés et horrifiés tournoyaient au-dessus de moi comme un brouillard épais et étouffant. J'entendais ma sœur Lily pleurer de manière hystérique sur l'estrade. Sa coûteuse robe blanche froissait autour d'elle alors qu'elle réalisait que la famille de Caleb était bel et bien partie. J'entendais la voix de ma mère, perçante et affolée, tentant de négocier avec les invités restants. Ainsi que la respiration lourde et furieuse de mon père, debout juste au-dessus de moi. Mais alors que je fixais les motifs complexes des lumières du plafond, un calme étrange et profond a envahi mon esprit. L'humiliation cuisante que je m'attendais à ressentir n'est jamais venue. À la place, une vague de lucidité absolue et glaciale l'a remplacée. Les chaînes invisibles de la culpabilité, du devoir et du conditionnement familial qui m'avaient retenu prisonnière pendant 30 ans ne sont pas seulement fissurées, elles sont tombées en poussière. J'ai regardé ma mère, qui me fixait avec un venin pur, et mon père, dont le visage était déformé par un masque de déception agressive. Il se moquait éperdument que je sois blessé. Il se moquait que Lily vienne de m'agresser physiquement en public. Leur unique préoccupation était que leur distributeur automatique humain avait enfin osé parler. Les avait embarrassés. À leurs yeux. Mes limites étaient un crime et mon indépendance représentait une menace directe pour leur existence. Confortable et parasitaire. Lève-toi, Sarah, a grogné mon père, d'un sifflement sourd et menaçant en se penchant vers moi. Regarde le désastre que tu as causé. La vie de ta sœur est ruinée à cause de ta pitoyable jalousie. Disparais de notre vue avant que je ne te le fasse regretter. Je ne lui ai pas répondu. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Et je ne suis pas entré dans leur drame. Lentement, délibérément, j'ai posé mes paumes à plat sur le sol froid et me suis relevé. J'ai lissé ma robe déchirée et froissée d'une main ferme. Je me suis baissé, j'ai ramassé mon sac à main et j'ai épousseté mes chaussures. Pour la première fois de ma vie, en regardant mes parents, je n'ai absolument rien ressenti. Ni peur, ni désir d'approbation, ni la moindre trace d'affection. Ils n'étaient plus que des étrangers qui avaient méthodiquement vampirisé ma jeunesse. Je me suis retourné et j'ai remonté la longue allée blanche. Je me tenais droite, la tête haute, ignorant les regards insistants des personnes encore présentes. J'ai poussé les lourdes portes vitrées de la salle et je suis sorti dans l'air frais et vivifiant de la soirée de Chicago. La brise était incroyablement apaisante sur mon visage brûlant. J'ai marché vers mon Ford Explorer bleu nuit flambant neuf.
J'ai déverrouillé les portières et je suis monté à bord. J'ai baissé le rétroviseur pour observer mon reflet. Mes cheveux étaient en désordre. Mon maquillage avait coulé et une légère trace rouge marquait la racine de mes cheveux là où Lily m'avait empoigné. Mais mes yeux semblaient vivants pour la première fois en 10 ans. J'ai tourné la clé de contact, écoutant le ronronnement doux et puissant du moteur. J'ai remonté les vitres, m'enfermant dans mon propre sanctuaire sécurisé. J'ai pris une profonde inspiration apaisante. Essuyé la seule larme égarée qui avait réussi à couler et sorti mon téléphone. La fille triste et brisée qui subissait docilement les abus était morte. La comptable d'entreprise, qui savait exactement comment équilibrer un bilan et exécuter une fermeture financière chirurgicale, venait de prendre le contrôle. Il était temps de montrer à ma famille le coût exact de leur cruauté. J'étais assise dans le cocon silencieux de mon Ford Explorer. Les lumières du tableau de bord brillant doucement dans la nuit noire de Chicago. Mes doigts ne tremblaient pas lorsque j'ai déverrouillé mon téléphone. Je suis comptable. Je ne me bats pas avec mes poings. Je me bats avec des chiffres, des contrats et des flux de trésorerie. Et à cet instant, je tenais entre mes mains chaque fil financier de la vie de ma famille. J'ai ouvert mon application bancaire et examiné les autorisations en attente. Comme mes parents ne possédaient absolument rien à leur nom. Chaque prestataire du grand mariage de Lily était lié à mes lignes de crédit professionnelles. La location de la salle, le traiteur de luxe à 5 services. L'équipe de décoration florale et le DJ haut de gamme fonctionnaient tous sous un contrat de mariage. Strict avec paiement à l'exécution. Les acomptes initiaux avaient été versés des semaines auparavant. Mais le solde final colossal de 25 000 $ devait légalement être autorisé et débité de mon compte à minuit précis. Je n'ai pas attendu minuit. J'ai appelé directement la coordinatrice d'urgence du lieu. Lorsqu'elle a décroché, les basses festives de la réception de Lily résonnaient encore en arrière-plan à l'autre bout du fil. « C'est Sarah », ai-je déclaré, ma voix tranchant avec une précision clinique. Je suis la seule garante financière du mariage de ce soir. Je révoque officiellement mon autorisation de paiement pour le solde final. Je bloque immédiatement les lignes de crédit professionnelles associées à cet événement. La coordinatrice a eu un hoquet de surprise. Sa voix professionnelle se brise en net. Attendez, Sarah, si vous faites cela, le contrat est rompu immédiatement. Nous ne pouvons pas continuer les prestations sans un paiement validé. Je sais, ai-je répondu calmement. C'est exactement ce que je veux. Annulez tout. Ensuite, j'ai ouvert mes comptes personnels. J'ai systématiquement passé en revue chaque prélèvement automatique que j'avais mis en place au cours des 7 dernières années. J'ai supprimé les coordonnées de mon compte courant sur le portail du propriétaire de la maison de ville, stoppant officiellement le prochain paiement de loyer de 2800 $. J'ai accédé à nos comptes de charge, retirant mon nom et mes informations bancaires de l'électricité, de l'eau et de l'abonnement Internet très haut débit. J'ai ouvert notre forfait téléphonique familial, supprimant mes parents et Lily de mon compte et coupant complètement leurs données mobiles. Enfin, je me suis connecté à mon assureur santé et j'ai annulé les paiements autorisés pour les mutuelles haut de gamme de marque et débit. En l'espace de 20 minutes. J'avais totalement démantelé l'écosystème artificiel de luxe dans lequel il s'était prélassé. J'ai enclenché la vitesse et me suis éloigné du lieu, regardant les lumières scintillantes de la salle de réception du centre-ville rétrécir dans mon rétroviseur. À l'intérieur de la salle, les dominos ont commencé à s'effondrer avec une rapidité brutale. Dès que les ordres d'opposition au paiement ont atteint les terminaux des prestataires, le système s'est automatiquement verrouillé. La coordinatrice s'est dirigée droit vers la table d'honneur, interrompant mon père alors qu'il essayait désespérément d'envoyer des messages à la famille de Caleb. Elle a exigé un chèque de banque immédiat ou 25 000 $ en espèces. Marc s'est mis à tempêter, vociférant sur son statut social.
Mais son portefeuille vide ne pouvait soutenir ses paroles. À 21h30 précise, le personnel de restauration a méthodiquement cessé de servir le dîner, renvoyant les chariots de nourriture directement en cuisine. Le DJ a brutalement coupé la musique, rangeant ses enceintes haut de gamme dans des caisses noires pendant que Lily lui hurlait dessus, dans une panique totale. En quelques minutes, la direction de la salle a éteint les lustres principaux, laissant les quelques invités désemparés assis dans une pièce sombre, silencieuse et à moitié vide. Le propriétaire de la salle a catégoriquement annoncé à mes parents que s'ils ne quittaient pas les lieux immédiatement, la sécurité appellerait la police de Chicago pour les faire arrêter pour filouterie et vol de prestations. Ma famille s'est retrouvée sur le trottoir devant la salle plongée dans le noir, entourée de fleurs fanées et de détritus, ruinée, abandonnée et complètement fauchée. Le distributeur de billets était officiellement hors service. 3 jours ont passé avant qu'ils ne finissent par me retrouver. J'avais logé dans un hôtel-boutique calme et impeccable près du lac Michigan, profitant du luxe bienheureux du silence. Lorsque je suis sorti sur le parking de mon entreprise le mardi après-midi, je les ai vus appuyés contre un pilier en béton près de ma nouvelle voiture. Mark, Debbie et Lily étaient totalement méconnaissables. Les tenues de mariage luxueuses avaient disparu, remplacées par des vêtements froissés et dépareillés. Leurs cheveux étaient gras, leurs visages pâles et leurs yeux injectés de sang sous l'effet mêlé de l'épuisement et d'une rage désespérée. « Comment oses-tu » a hurlé mon père en marchant vers moi, son doigt tremblant pointé sur mon visage. « Tu as bloqué les cartes. La compagnie d'électricité a coupé le courant à la maison ce matin. Ta sœur pleure depuis 72 heures d'affilée parce que Caleb a bloqué son numéro. Tu as totalement détruit cette famille, Sarah. » Lily s'est avancée, sa voix n'étant plus qu'un gémissement aigu et pathétique, totalement dénuée de son arrogance habituelle. « Sarah. Je t'en supplie. La famille de Caleb a envoyé une lettre officielle d'avocat. Le mariage est définitivement annulé. Nous devons des milliers de dollars de pénalité à la salle. Tu dois régler ça. Tu es la comptable. Fais en sorte que tout s'arrange, s'il te plaît. » Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas sorti mon téléphone pour appeler la sécurité. J'ai calmement plongé la main dans mon sac. J'en ai sorti une feuille de papier soigneusement pliée et je l'ai tendue directement à mon père. Marc a froncé les sourcils en la dépliant. C'était un tableau financier détaillé que j'avais passé les 2 dernières nuits à compiler. Il récapitulait chaque dollar, loyer, facture de carte de crédit, courses alimentaires et dépenses de mariage que j'avais pris en charge pour eux au cours des 7 dernières années. Le montant au bas de la page était souligné à l'encre rouge, 182 450 $. C'est le prix exact de ma jeunesse, ai-je dit, ma voix résonnant sur le parking comme une lame de rasoir. Vous m'avez traité comme un carnet de chèques ouvert et comme une machine. Alors considérez que la machine est définitivement en panne. Le bail de la maison a été légalement résilié et le propriétaire a déjà lancé la procédure normale d'expulsion pour impayés. Vos lignes de téléphone sont coupées. Vos assurances sont annulées. Débrouillez-vous pour payer vos propres factures. Si l'un d'entre vous s'approche à nouveau à moins de 15 mètres de mon bureau ou de ma voiture, je porterai plainte sur le champ pour l'agression physique lors du mariage. J'ai les enregistrements des caméras de sécurité. Lily a poussé un cri étouffé d'horreur, tapant rageusement du pied dans les graviers au sol pendant que ma mère s'effondrait contre mon père, en pleurant à chaudes larmes. Je ne me suis pas retourné pour les regarder s'effondrer. J'ai déverrouillé mon Ford Explorer bleu nuit. Je me suis installé au volant et je suis passé devant eux sans même effleurer la pédale de frein. Le retour de bâton a été rapide et impitoyable, bâti de toutes pièces par le poids de leur paresse accumulée au fil des ans, n'ayant aucun revenu et une solvabilité détruite. Mes parents et Lily ont été légalement expulsés de la belle maison 2 semaines plus tard.
Incapables de passer la moindre vérification financière ou d'antécédents à Chicago. Ils ont été contraints d'emménager dans un studio minuscule, exigu et subventionné par l'État. Situé dans la banlieue lointaine et délabrée de la ville. Pour la première fois de toute son existence, Lily a été obligée de trouver un vrai travail. Elle effectue désormais des horaires éreintants au salaire minimum. Essuyant des comptoirs collants et récurant de lourdes poêles grasses dans un restaurant de restauration rapide, simplement pour aider à payer les courses essentielles. Mes parents passent leur journée à affronter la bureaucratie complexe et confuse de l'aide sociale, réalisant trop tard que la fille qu'ils ont rejetée était la seule chose qui se dressait entre eux et la misère. Quant à moi, j'ai rassemblé toute ma vie dans mon Ford Explorer et j'ai traversé le pays pour rejoindre une nouvelle succursale à Denver, dans le Colorado. Je n'ai plus qu'un seul emploi désormais, 40 heures par semaine et pas une minute de plus. Mes soirées m'appartiennent entièrement. Je les passe assise sur le balcon de mon propre appartement, buvant du thé chaud tout en contemplant les majestueuses montagnes enneigées. Je mène enfin ma vie exactement là où je veux qu'elle aille, savourant la douce et méritée tranquillité d'une existence qui m'appartient à moi seul. En repensant à cette nuit sur le parquet de la salle de bal, j'ai compris que le plus difficile n'avait pas été de perdre ma famille. C'était d'avoir enfin choisi de me trouver moi-même. Il m'a fallu toute une vie passée à être traité comme une machine pour comprendre que certaines personnes ne vous aimeront que pour ce que vous pouvez faire pour elles, et non pour ce que vous êtes. Couper les ponts n'était pas un acte de malveillance. C'était une façon de reprendre possession de la vie que je gâchais aveuglément pour des gens qui ne m'auraient même pas tenu la porte. Mais aujourd'hui, en contemplant ma nouvelle vie, j'aimerais vous poser la question. Pensez-vous que j'ai bien fait de laisser tomber les dominos, ou suis-je allé trop loin? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire vous a apporté quelque chose d'utile aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour nous suivre chaque jour.